Saint-Jacques-de-la-Lande, ville bretonne de l'agglomération rennaise, est principalement connue pour abriter l'aéroport de Rennes. Pourtant, au détour des rues et à travers les différents quartiers qui constituent la commune, nous pouvons en découvrir une toute autre image. C'est justement cette image qui nous intéresse. C'est rassembler et partager la parole de ceux qui font vivre Saint-Jacques en son cœur. C'est prendre le temps de la donner à ces professionnels, comprendre leur rapport avec cette image dans leur travail, mais aussi avec la ville et parfois même l'importance personnelle qu'ils lui accordent. Et qui est plus apte à parler de l'image de la ville si ce n'est le chargé à la communication de la mairie? Donc, je m'appelle Yann Texier, donc je suis l'élu chargé de la communication, entre autres, puisque je m'occupe aussi de l'économie, donc à la ville de Saint-Jacques. J'ai la chance d'être élu depuis un certain nombre d'années, donc j'ai connu 2 maires et puis surtout des maires bâtisseurs, donc qui ont créé le centre-ville, là où nous nous trouvons, et qui ont eu toujours un élan, créateur assez marqué. Donc la création bien sûr du dur, c'est-à-dire des rues et des maisons et des immeubles, mais aussi des services. Et de ce point de vue-là, c'est une ville en tout cas où on ne s'ennuie pas, il y a pas mal d'activités, il y a pas mal de projets, donc on est en mode projet permanent. Donc l'image, elle est utilisée d'abord à travers la photographie, donc on a la chance à Saint-Jacques d'avoir un photographe permanent et qui donc fait des photos des différents événements, qui fait des portraits des différents acteurs de la ville qu'on va retrouver une fois sur du papier, donc dans le cadre du Vivre à Saint-Jacques, donc qui est la revue municipale, ou bien sur le site web de la ville, ou bien encore plus récemment sur les réseaux sociaux qu'on utilise, notamment Facebook, pour rapporter ou relayer en quelque sorte soit des événements ou des présentations qui ont pu avoir lieu sur la ville. Et puis peut-être dire aussi que l'image, pour nous, c'est important, et au sens où depuis très longtemps, donc c'est la 2e personne qui occupe cette mission à la ville de photographe, donc on essaye de garder, d'archiver et de garder donc au fur et à mesure du temps cette image de la ville, au sens de l'ensemble des images qu'on peut trouver dans une ville, l'ensemble des photos des personnes, des acteurs qu'on peut trouver dans la ville. Et ça nous permet parfois de faire quelques clins d'œil, de revenir en arrière, avant, après, comme on peut trouver parfois dans certaines présentations, revues et autres. Par contre, moi j'ai une certaine appétence sur ce qu'on appelle la communication et l'information, puisque la ville a un devoir, d'information des habitants, soit raconter ce qui s'est passé, soit donner à voir. Alors c'est plutôt les artistes qui vont faire des images d'un immeuble ou d'une séquence d'un quartier qui va exister, donc de donner à voir, donc à travers l'image, quelle que soit sa forme, parfois des images animées de synthèse, c'est-à-dire en fait sur des objets qui n'existent pas. C'est encore plus joli, mais le problème c'est que ça coûte très très cher à fabriquer. Mais enfin, toujours est-il que cette image, donc ça participe de l'information qu'on va donner aux habitants. Je pense que ça fait partie un petit peu du bien commun, un peu comme on peut garder, alors certains pourraient faire un parallèle d'une certaine manière avec le côté muséographique, mais bon, pour moi c'est pas le plus important, mais c'est de garder cette représentation en fait, soit d'un lieu, je disais, soit d'un moment, soit d'une personne, et de cette captation, alors pour l'image fixe, de cette captation d'une image à un moment donné, on peut revenir dessus, se redire ou relativiser par exemple par rapport à quelque chose qui peut être différent. Par exemple, imaginons que l'on modifie un îlot entier et puis qu'on se dise « Ah ouais, mais avant c'était beaucoup mieux » ou « Avant c'était pire » et puis on ne se rappelle plus d'avant parce que ça n'existe plus. Et donc on va se replonger dans les images et on se dit « Ah oui, c'était peut-être bien avant en fait » ou « C'était peut-être pire » selon les cas. Mais enfin, en tout cas, on peut revenir en arrière, c'est ça l'avantage de l'image. Je trouve que c'est assez fabuleux. Puis aujourd'hui, c'est
très facile, on peut prendre des images, on peut même modifier les images, on peut jeter les images qui ne nous plaisent pas et garder celles qui nous conviennent le mieux. Et aujourd'hui, il y a la problématique du stockage et de la conservation de ces images pour que demain, c'est-à-dire peut-être dans 50 ans ou dans 100 ans, on puisse revenir dessus. Ça participe, je pense, de l'histoire d'une ville. Et une ville, c'est un peu comme une personne, en quelque sorte. Comme nous, on prend des images de notre famille, voilà, et donc les images de la ville, c'est aussi important. Ça permet de revenir dessus, ça permet de relativiser, comme je disais juste avant, donc une situation, un événement, une personne, ou de se remémorer voilà, ce qui a pu se passer. Un peu plus loin, à Saint-Jacques-de-la-Lande, tout près de l'aéroport, le boulanger nous ouvre ses portes avec des chouquettes en signe de bienvenue. Assis dans son bureau, il nous raconte avec passion son travail et la place minime que détient l'image au sein de la boulangerie. Bonjour, je me présente, Monsieur Coignard Dominique. Je suis artisan boulanger ici à Saint-Jacques-de-la-Lande depuis 2013. Là, on met en place, on a mis un petit peu en place un petit site sur Facebook. On démarre, mais nous, notre priorité dans un premier temps, c'est que le bouche à oreille marche très bien. Nous, notre communication en tant qu'artisan, c'est que les gens en parlent autour de soi, qu'ils en parlent et dans le bon sens. C'est pour ça qu'on essaie de faire des produits toujours de qualité. On a accès plus sur de la communication avec le personnel, de telle façon, lorsqu'on envoie un produit, on essaie de communiquer sur ce produit, que le client le goûte, nous dise ce qui va pas, et essayer que ces personnes-là en parlent à leurs collègues, en parlent au maximum de gens, que ces personnes-là aient déjà une bonne communication avec le personnel. C'est pour ça que moi-même, je vais au magasin pour communiquer avec ces personnes-là, à travailler dans une bonne ambiance, en permanence. Les gens ont besoin de communiquer avec le dirigeant de l'entreprise. Ça, ils ont besoin de connaître, on crée même des liens sympathiques, d'amitié aussi. L'image, c'est très bien l'image, hein. Mais est-ce que nous, à notre échelle, en tant qu'artisans dans Saint-Jacques, est-ce qu'on a besoin justement d'avoir une image qui nous... Nous, notre but, c'est d'avoir la clientèle de proximité. Il faut toujours savoir une chose, c'est qu'il faut toujours se mettre en pression. C'est le client qui décide de nos produits. Bien sûr, nous on dit tiens, on va mettre ça en place, mais c'est le client qui décide à la fin si c'est validé ou pas, quoi. Parce qu'en fin de compte, c'est lui qui vient dans notre magasin. Et aujourd'hui, c'est clair qu'on demande, moi je dis à des clients, quand le client me dit tout simplement votre pain il est bon, moi je dis, vous savez ce que je leur dis? Je fais simplement mon métier. À quelques mètres de la boulangerie, sur la même place, une nouvelle commerçante de la commune, tout aussi passionnée par son métier, nous accueille dans son salon. Bonjour, je m'appelle Myriam Salmon. Donc, je suis arrivée à Saint-Jacques au mois d'août 2016. Je suis coiffeuse depuis 30 ans. J'utilise beaucoup l'image dans ma profession, c'est normal. Tous les jours, j'essaye de rendre les gens plus beaux, plus heureux, mieux dans leur tête. Autrement, je me sers d'outils informatiques, comme j'ai un compte Facebook, que j'essaye d'alimenter régulièrement.
Voilà. J'ai un site web, mais pour l'autre entreprise en fait. Ici, j'ai pas encore fait en fait, pour Saint-Jacques. J'attends un peu parce que j'ai l'impression que Facebook fait beaucoup de travail actuellement, peut-être plus que les sites web maintenant. En fait, aujourd'hui, on ne peut pas faire sans. En fait, c'est ça. On ne peut pas être à côté de ça, quoi. Je trouve qu'aujourd'hui, on est obligé d'être sur les sites, de regarder ce qui se passe à droite, à gauche, parce que la mode et tout, ça bouge beaucoup. Et on est obligé de suivre tout ça, quoi. Aujourd'hui, l'image, tous les visuels que l'on voit sur Internet, Facebook, ça donne envie. Ça reste un peu du rêve, quand même. Pas toujours, mais un peu du rêve. Parce que ce qu'on voit sur Internet, sur Pinterest, souvent des mannequins. C'est quand même... c'est des images qui font rêver, mais c'est normal. Hein. En coiffure, il y a des marques de... Il y a des catalogues de coiffure où ce sont que des personnes âgées, par exemple. Il y a des catalogues de coiffure... Je ne l'achète pas parce que ça ne fait pas rêver. Même une petite mamie qui va regarder ça, qui va peut-être plus se reconnaître parce que c'est des personnes... mais elle trouve que c'est pas beau. Elles vont préférer regarder des catalogues de jeunes, quoi. De jeunesse. Ouais. La meilleure publicité, c'est le bouche à oreille. L'image, en fait, c'est important pour accueillir des nouveaux clients, quoi. Mais après, on est reconnu par son travail, par voilà, sa façon de travailler, son écoute. L'image, c'est important, mais il n'y a pas que ça qui compte. Si l'image ne semble pas indispensable pour les commerçants du coin, au-delà de son utilité commerciale, il semble qu'elle puisse tenir une place particulière au sein d'œuvres artistiques. C'est au Théâtre de l'Air Libre que nous rencontrons Jérôme Rouget, comédien et metteur en scène, pour nous parler de son dernier spectacle, Abécédaire de la séduction. Jérôme a maintenant commencé son spectacle depuis plusieurs minutes, alors qu'il s'est rendu compte en direct que le public n'était pas à la hauteur de ce qu'il avait préparé. Comment Jérôme va-t-il s'en sortir? Alors donc je m'appelle Jérôme Rouget, je suis comédien et auteur, en général auteur de ce que je joue, hein, et quelquefois aussi metteur en scène de mes pièces. Donc j'écris des spectacles, j'en ai écrit maintenant 6 ou 7, et c'est des spectacles où l'humour a une place très importante. Je me suis dit, waouh, mais où je suis tombé, quoi, c'est un piège ou quoi? Genre, tu viens faire ton spectacle en français, et tu t'aperçois que le public est chinois, la loose, quoi. Abécédaire de la séduction, donc c'est un spectacle que j'ai écrit il y a quelques mois et donc que j'ai créé en janvier 2017. Et donc c'est un spectacle autour de la séduction. Alors quand on pense séduction, très souvent on peut penser, ce qui nous vient un peu tout de suite à l'esprit, c'est séduction amoureuse, et ça occupe une part importante dans le spectacle, mais la séduction est aujourd'hui présente dans énormément de domaines. Ouais, évidemment la séduction politique, notamment son rapport à l'image, la séduction commerciale, la séduction idéologique, on le voit bien aujourd'hui là aussi avec son rapport à l'image très important pour la propagande, et puis la séduction du spectateur, c'est un peu ce qui fait même le fil rouge du spectacle, c'est-à-dire qu'est-ce que je suis, moi, venu faire ce soir sur scène. Est-ce que je suis venu avec l'intention de séduire les gens? Est-ce que je veux séduire tout le monde? Est-ce que je veux faire l'unanimité? Ou est-ce que je veux séduire intensément une petite partie du public? Toutes ces questions-là font un peu le fil rouge du spectacle, et donc invite le spectateur comme ça à s'interroger sur les processus de séduction. La séduction commerciale, séduire son client pour essayer de lui vendre son produit. La séduction de la publicité, omniprésente dans notre univers contemporain. Séduire son public pour essayer peut-être de faire un jour carrière dans le show business. La mise en scène, je l'imagine un peu en écrivant, comme maintenant j'ai un peu l'habitude, et même la place là-dedans des différents médias que sont par exemple le son ou la vidéo, puisque j'utilise très souvent le son et la vidéo parce que comme c'est des spectacles où je parle en général beaucoup, donc ça permet de faire des points de rupture, voilà, donc il y a des danses,
Et puis la vidéo, j'essaye de l'utiliser souvent d'une façon un peu, j'espère, originale. Voilà, parce que à la fois, je trouve que c'est important d'utiliser la vidéo parce qu'aujourd'hui on est vraiment dans une période de l'image, où l'image est vraiment à une place très importante. Et donc il faut être critique aussi vis-à-vis de ça, donc il faut être aussi critique vis-à-vis de l'outil vidéo. Donc parfois j'essaye un peu de m'en moquer. En tout cas, j'essaye de jamais l'utiliser d'une façon, on va dire, directement illustrative. Quel type de rapport l'image entretient-elle avec le théâtre? À la fois l'image vidéo a un impact absolument indéniable. D'ailleurs, ça ne serait pas autant utilisé pour la publicité, pour le commerce, si son impact n'était pas aussi fort. Mais à la fois, quand même, il y a toujours la puissance de cette présence de la chair humaine. Et tout ça, donc, c'est un peu à la fois, je le disais, un affrontement, ou parfois une connivence des deux, etc. C'est une union qui se travaille et se retravaille en permanence. Nous quittons Saint-Jacques Aéroport pour le quartier de la Morinet, en plein centre-ville. Nous pénétrons dans un lieu où l'image a une place omniprésente. Donc Alexandra Mélino, je suis bibliothécaire donc à la médiathèque de Saint-Jacques-de-la-Lande. Ça fait 17 ans que je travaille dans cette médiathèque et je crois que c'est un peu grâce à l'image que je fais ce métier-là parce que je me rappelle d'un livre en particulier, Fleur de Lupin, d'une illustratrice allemande, Binette Schröder, et je crois que c'est ce livre qui m'a donné envie de faire ce métier. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est une émotion sûrement liée à ce livre qui fait que j'ai eu l'envie de transmettre les livres aux enfants. Dès tout petit, j'étais fascinée de voir comment les enfants réagissaient aux histoires et comment, à travers le biais de l'image, justement, l'enfant reste assez fasciné, voire parfois hypnotisé pour les petits. Voilà, je trouve que c'est un média qui fait vraiment un lien très fort avec l'enfant. Et ce qui m'intéressait plus particulièrement aussi, et c'est peut-être un peu comme ça plus d'ailleurs que j'ai commencé, c'était l'oralité, donc le conte, transmettre, parce que pour moi il y a l'image aussi mentale, c'est qu'à travers le conte on se crée un monde imaginaire et je trouve que la richesse des images que les enfants peuvent se créer intérieurement est beaucoup plus riche parce que c'est leur monde à eux et il faut le nourrir, ce petit monde intérieur, leur imaginaire. Et c'est à travers aussi pour moi les contes qu'on peut se faire ses propres images mentales et les enrichir, les développer et créer une richesse intérieure et un imaginaire qui pour moi est essentiel à la vie, quoi. En dehors de l'aspect livre, exposition, c'est que bien sûr on fait des actions auprès du public puisque nous sommes un service public en médiathèque, donc il faut faire connaître ces actions pour pouvoir toucher le public. Donc effectivement ça va passer beaucoup par l'image, par le biais des flyers. Du coup il y a toujours un grand plaisir à créer le visuel et à le voir une fois qu'il est là, on est très satisfait. Après moi, comme je ne maîtrise pas ces outils comme Photoshop, tous ces outils de communication, voilà, j'ai toujours une espèce de frustration parce qu'en fait je ne sais pas du tout faire par moi-même. Mais bon, c'est normal, on confie ça à des personnes on leur soumet nos propositions, nos idées, et c'est eux qui réalisent. Ou des fois, il y a toujours un petit décalage entre ce qu'on voit, nous, ce à quoi on pensait, et puis le résultat. Mais la plupart du temps, c'est des allers-retours. Ouais. Enfin, moi, oui, je trouve que c'est assez stimulant. Et c'est quand même un peu ce qui fait connaître notre travail, donc c'est plutôt gratifiant.
bien que le plus gratifiant c'est le retour du public, mais sans ces supports de communication, en fait, on travaille dans le vide. Ce que je vois, c'est que les gens regardent ces supports. Voilà, ils s'arrêtent dessus, ils le prennent, j'en vois un peu partout, je vois les gens qui l'ont dans la main, qui le prennent chez le commerçant ou qui nous disent « Ah, j'ai vu cette affiche-là, est-ce que vous pouvez me la mettre de côté ?» Donc pour moi, voilà, quand je vois que les gens passent à côté et ne prennent pas le flyer ou alors ne voient pas l'affiche, je me dis « Mince, on a raté quoi ». Donc c'est là comment attirer l'attention des gens. Et c'est difficile parce qu'il ne faut pas non plus trop communiquer, parce que je vois quand on a trop de communication, trop d'affiches, trop de flyers en même temps, ils sont débordés. Enfin, les gens ne regardent plus, ils sont un peu trop sollicités, voilà. Mais par contre, ouais, les gens du coup les prennent comme un bel objet. Et ça pour moi c'est... Voilà, qu'ils le convoitent, qu'ils aient envie de le garder comme souvenir ou comme marque-page qui reste entre un livre. Ouais. En avril dernier, l'école Eugène Potier a réalisé un projet appelé « La semaine sans écran » à l'intention des élèves, de leurs parents, mais aussi des enseignants de l'établissement. Ce projet autour de l'image a permis d'apprendre à la maîtriser et mieux comprendre le rapport qu'on peut nouer avec elle. Alors la semaine sans écran au sein de l'école, c'est un projet qui a mis environ 18 mois à se mettre en place. Et pour ma part, ça a été le déclencheur, ça a été les attentats de fin 2015, où je me suis rendu compte en discutant avec des enfants, des ados surtout, que ces ados ils étaient un peu sidérés par ce qui s'était passé. Et qui passaient beaucoup de temps devant les écrans, sur YouTube, voilà, à essayer de comprendre et à revoir des vidéos, des fusillades, des choses assez violentes. Et que c'était pas... Ils n'en parlaient pas forcément avec leurs parents. Ils s'étaient allés tout seuls chercher des réponses avec des vidéos. Et ça m'a inquiétée parce que c'était une actualité difficile et... les écrans ont un peu remplacé les adultes pour rassurer les enfants face à ça. Et ça m'a inquiétée quand même. C'est un petit peu ça mon déclencheur. Au départ, c'était une idée de parents d'élèves. Quelques parents d'élèves qui ont soulevé cette question. Les écrans en fait, commencent à poser problème dans les familles. Et donc c'est né un peu l'année dernière. On en a discuté entre enseignants, on a décidé d'élaborer un projet autour des écrans. Donc au départ, c'était parti sur l'idée d'un projet vraiment une semaine complètement sans écran. Et puis petit à petit, en discutant, on est arrivé sur une idée un peu plus mesurée d'apprivoiser les écrans en fait. L'idée c'était de faire participer donc les parents d'élèves, les enfants, les enseignants, sur une semaine entière. Les quelques parents avec qui on a pu échanger, c'est déjà les parents qui sont un peu concernés par cette question, qui se posent des questions. Et donc ils nous ont dit que le fait d'arrêter les écrans, ça leur a permis de passer plus de temps avec leurs enfants en fait, d'avoir un plus long temps d'échange et de faire d'autres activités. Alors ça les oblige aussi à faire d'autres activités, et voilà, et à prendre ce temps-là, mais ils ont apprécié de pouvoir partager plus de temps avec leurs enfants. J'ai trois enfants, dont 2 au sein de l'école, et une ado, une collégienne. Et on a participé à la semaine sans écran, on a un peu triché. Mais on a tous, au sein de la famille, on a tous été motivés. Et c'est pas spontanément facile. Il faut apprendre un peu à s'ennuyer, à créer une autre activité, mais c'est intéressant. Et puis ça permet aussi d'avoir du temps pour d'autres choses. Oui, cette semaine a changé.
par exemple, les films de bagarre. Et après, t'as envie de faire pareil qu'eux. Moi, quand je regardais plus, du coup, j'avais plus envie et du coup, je jouais plus dehors et je faisais plus de choses. Alors l'impact de la semaine sans écran sur les enfants, ça a été déjà une prise de conscience de l'ampleur de l'utilisation des écrans qu'on peut avoir au quotidien, parce qu'on ne s'était jamais vraiment posé la question. Donc maintenant, il y a une petite alarme qui s'allume quand on abuse un petit peu trop. Et puis, moins de tension au moment où on éteint la télé, parce que là on ne l'éteignait pas, on ne l'allumait pas. Donc, voilà. Et en fait, les enfants ont compris maintenant pourquoi des fois on refuse la télé. Ils ont compris le bien fondé de nos refus. Et il y a moins de négociations. Voilà. Et aussi plus de temps pour jouer, du coup, pour lire, pour tout le reste. On était moins énervés. On se parlait mieux entre nous et ça nous a fait qu'on n'est pas obligé de tout le temps regarder la télé. On peut aussi faire d'autres jeux comme jouer, faire du sport, jouer, faire du trampoline ou de la piscine. On peut faire autre chose que de la télé dans la vie. Et pour toi, ça a changé quelque chose? Ça a changé que oui, on pouvait faire autre chose, autre jeu. Et que c'est vrai, on était moins énervés et qu'on était moins fous, tout ça. Voilà, on en a discuté et on pense refaire cette semaine-là tous les ans pour que ça devienne une habitude et que la réflexion puisse se poursuivre, quoi. Je pense que les écrans, c'est un super outil. On peut faire énormément de choses avec tout ce qui est numérique, les tablettes, les tableaux numériques dans les classes, les ordinateurs, les téléphones. Vraiment, c'est un super outil, mais il faut justement que ça garde cette place d'outil et qu'on puisse continuer à faire autre chose et à partager aussi du relationnel avec les enfants, avec les autres adultes. Voilà. Pour moi, c'est pas quelque chose qui est à diaboliser, quoi, vraiment. Mais c'est quelque chose qu'il faut maîtriser et savoir utiliser. Et ça peut aussi être un support de création hyper intéressant, y compris avec les jeunes enfants, je pense. Et pour moi, il faut vraiment leur expliquer, leur apprendre à utiliser ces outils-là, pour qu'ils ne soient pas justement dépassés par... et qu'ils ne se sentent pas envahis, quoi, par les écrans, parce que c'est souvent ce qui se passe quand même. L'important, c'est d'en avoir une utilisation à la fois raisonnable et à la fois responsable. Éviter d'être trop consommateur, mais plutôt devenir acteur. Utiliser l'image comme outil de communication, mais pas l'inverse. Et la frontière entre les deux peut être assez mince. Donc voilà, l'image, il y a beaucoup de positifs. À condition de se poser les bonnes questions en amont, je pense. Justement, nous, on n'a pas envie de diaboliser les écrans, parce que c'est pas du tout le but. Et que l'idée, c'est de les apprivoiser et de pouvoir partager autour de ces écrans-là. Que c'est important d'échanger avec ses enfants, avec d'autres adultes aussi, autour de ce thème-là, qui prend de plus en plus de place dans notre vie au quotidien, que ce soit avec les enfants ou même en tant qu'adulte. L'image, un outil incontournable du monde d'aujourd'hui. Néanmoins, certains professionnels ne la jugent pas indispensable pour créer du lien. Ceux de Saint-Jacques-de-la-Lande le savent, leur sourire, leur regard sont leurs ressources les plus précieuses.
surrounded by darkness. Open your eyes. Look around you. It's a beautiful life. Don't waste time. Open your mind. Have no regrets. Paint the sky your favorite color.